Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart for Change. On se retrouve chaque jour en direct à 17h si vous nous suivez à la télévision, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, on est toujours dans la mise à jour de rentrée, les enjeux de rentrée sur les marchés et notamment les enjeux du mois de septembre. Au passage, notez qu'en termes de saisonnalité, septembre est généralement vu comme un mois négatif. C'est historiquement un mois négatif. On verra ce qu'il en est à l'aube de ce mois de septembre qui sera chargé en matière d'actualité avec évidemment des décisions de politique monétaire qui marqueront les prochaines semaines après le discours très explicite de Jérôme Powell à Jackson Hole en fin de semaine dernière. Le temps est venu d'ajuster le réglage de la politique monétaire américaine. Comprenez que la Fed a complété son pivot et bascule désormais dans une séquence de baisse de taux. Des questions restent en suspens. Combien de baisses de taux? À quel rythme? Quelles peuvent être les tailles de baisses de taux qui seront délivrées par la Réserve fédérale américaine? Tout ça a encore de l'importance pour les marchés. Nous en discuterons bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis peut-être en équivalence d'ailleurs au poids que Jérôme Powell peut avoir auprès des marchés, le poids de Nvidia qui va se faire ressentir forcément demain soir avec la publication très attendue des résultats de l'entreprise leader en matière de commercialisation de puces pour l'intelligence artificielle. Nvidia qui a eu un peu chaud cet été comme l'ensemble du marché mais qui a bien remonté la pente ces dernières semaines. Les résultats seront évidemment observés avec attention. Le marché attend des revenus proches de 30 milliards de dollars sur ce deuxième trimestre. Nvidia publie ses résultats mercredi soir après la clôture. Nous en parlerons spécifiquement avec l'invité du quart d'heure thématique qui sera avec nous à partir de 17h45 en visio, Anis Lalou, le directeur des investissements d'Aperture Investors. Avant d'accueillir nos invités, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, c'est Tendance, mon ami, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Le CAC 40 aujourd'hui a brièvement repassé le seuil symbolique des 7600 points. C'est la première fois que ça arrive depuis un mois. Oui, et puis ensuite il a reperdu ses gains de la matinée et le CAC est repassé légèrement sous ce seuil. La bourse de Paris reste toutefois autour de l'équilibre aujourd'hui. Mis à part à Paris, l'ensemble des bourses européennes est globalement dans le vert. Un coup d'œil du côté des marchés obligataires qui a été une journée un peu plus négative avec des taux, des rendements qui sont remontés. Oui, après la baisse des taux observée ces derniers jours, c'est le mouvement inverse qui se produit aujourd'hui sur le marché obligataire. Le rendement de l'obligation allemande à 10 ans monte de plus de 3 points, autour de 2,30%. Le rendement de l'obligation française de même échéance augmente également de plus de 5 points à 3%. Le rendement de l'obligation américaine à 10 ans s'établit à plus de 3,85%. Les cours du pétrole ne progressent plus aujourd'hui, mais restent sur les niveaux atteints ces derniers jours, autour de $80 pour le baril de Brent. Le dollar est stable face aux grandes devises, mais toujours bas avec la perspective d'une baisse des taux prochaine de la Réserve fédérale. L'agenda macro du jour était relativement léger, mais les investisseurs ont quand même pris connaissance de la deuxième estimation, l'estimation détaillée du PIB allemand pour le deuxième trimestre. Oui, et cette estimation finale du PIB allemand montre que l'économie se contracte de 0,1% conformément aux attentes. Le trimestre précédent, le PIB était en hausse de 0,2%. Les investisseurs ont également pris connaissance de la confiance des consommateurs du Conference Board du mois d'août qui ressort à 103,3. C'est supérieur aux attentes. Et puis dans cette actualité encore assez calme de rentrée, une chute qui n'est pas passée inaperçue, celle hier de PDD Holdings avec une chute donc de quasiment 30% en clôture. Oui, c'est une chute record de plus de 28% après la publication des résultats de la maison mère de Temu pour le deuxième trimestre, soit 55 milliards de dollars de capitalisation boursière envolée. Le titre reste sous pression aujourd'hui encore à Wall Street. Toujours aux États-Unis, Apple annonce la nomination d'un nouveau directeur financier. Luca Maestri, qui était présent depuis 10 ans dans la société, va quitter ses fonctions le 1er janvier prochain. Le titre ouvre en repli de 1%. Enfin, coup d'avance, qu'est-ce qui attend les investisseurs dans les prochaines heures et les prochains jours, Pauline ? Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'enquête de conjoncture auprès des ménages français pour le mois d'août. Côté micro, les résultats de Nvidia seront publiés après la clôture de Wall Street.
Merci beaucoup Pauline. Pauline Gratel qui est avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse pour vous livrer les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour discuter de la situation des marchés globaux. Nous accueillons ce soir Raphaël Thuin, le responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Mabrouk Chetouane également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le responsable de la stratégie de marché chez Natixis IM et à vos côtés Florian Yelpo. Bonsoir Florian. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes responsable de la macro chez Lombard Odier IM. Reprenons donc la séquence Banque Centrale qui va se poursuivre ces prochaines semaines avec une première baisse de taux qui sera délivrée par la Réserve fédérale américaine le 18 septembre prochain, si j'ai bien compris ce que nous disait Jérôme Powell vendredi à Jackson Hole. Florian, pendant 2 ans, la Fed donc s'est attachée à conserver l'ancrage des anticipations d'inflation, la lutte contre l'inflation. Désormais, la Réserve fédérale américaine va s'attacher à maintenir une forme d'ancrage autour des anticipations d'emploi sur le marché du travail. Vous avez tout compris. Ouais. Exactement ça. Mais c'est-à-dire que Jérôme Powell a été assez clair, je crois. Il n'y avait peut-être pas besoin d'un dictionnaire du langage des banquiers centraux pour le comprendre vendredi à Jackson Hole. Alors, non seulement clair, mais surtout très en ligne avec l'ensemble des attentes. C'est-à-dire qu'il y a 3 points, je pense, clés dans le message qui a été délivré globalement. C'est d'abord la victoire sur l'inflation. Oui, il en reste, mais c'est pas grave. Le changement de fusil d'épaule. Avant, on visait l'inflation, maintenant, on vise l'emploi. Ça, c'était vraiment très, très clair. Et on dissipe le dernier doute. Il y avait encore des gens qui pensaient qu'il n'y aurait pas de baisse de taux de la Fed. Il y aura bien une baisse de taux de la Fed en septembre. Donc, c'est exactement ce qu'on attendait. Il reste juste une petite incertitude, à savoir l'ampleur de la baisse de taux. Est-ce qu'on a 50 ? Est-ce qu'on a 25 points de base de baisse de taux en septembre ? C'est la seule inconnue qui reste. Et c'est quand même une inconnue qui est quand même très importante. Pourquoi on se pose cette question d'ailleurs ? On se la pose parce que c'est quelque chose d'assez symbolique. C'est-à-dire que lorsque la Fed baisse de 50 points de base, historiquement, il se passe quelque chose d'assez important dans l'économie. Il y a un risque systémique qui est en train d'émerger. Je cite souvent la fin de l'été 2007, les tensions sur le refinancement bancaire, interbancaire aux États-Unis. Donc, vous avez une montée des spreads Libor, si vous vous souvenez, à 80 points de base. Le gel des fonds BNP, etc. Exactement. C'est un risque, c'est une progression du risque systémique et le premier rôle d'une banque centrale, c'est justement de gérer la gestion du risque systémique. Donc, bref, la Fed baisse ses taux de 50 points de base, c'était un signal fort, un signal d'un engagement à traiter le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on est confronté à un risque systémique équivalent ? Pour l'instant, on ne le voit pas. Le risque qui pourrait advenir, c'est ce qu'on découvrira dans le prochain rapport sur l'emploi. Alors, qui est attendu comme étant un rapport décent, de mémoire à peu près 150 000 créations d'emplois, et un léger recul du taux de chômage américain. Il faudrait, pour avoir 50 points de base en réaction de la Banque centrale américaine, un rapport sur l'emploi qui soit bien moins positif que ça, avec une progression suffisante du chômage, et peut-être des créations d'emplois proches de zéro, si ce n'est négatives, qui permettraient de pressentir le fait qu'on est au bord du précipice. C'est à ces conditions-là que la Fed pourrait effectivement trouver un consensus pour aller un peu au-delà de 25 points de base sur une première baisse de taux. Et encore, baisser de 50 points de base en 2007 pour régler un problème de liquidité interbancaire, c'est un effet du tac au tac. Ouais. Autant là, baisser les taux de 50 points de base pour générer des créations d'emplois, il n'y a pas d'effet immédiat et ce sont des lags, on en a beaucoup parlé sur le plateau, ce sont des lags qui sont très longs, de l'ordre de 12 à 18 mois au minimum. On pourra y revenir, mais l'épisode de correction estivale et le paroxysme du 5 août, est-ce que ça peut résonner justement dans la réflexion de la Fed pour quantifier justement la bonne taille de baisse de taux le 18 septembre prochain, ou est-ce que c'est un événement, ça y est, qui est mis de côté quand on est banquier central en tout cas ? C'est quelque chose qui résonne surtout dans l'esprit du marché. D'accord. C'est-à-dire que la baisse du début août, quoi qu'on en dise, elle survient à l'issue d'une séquence d'événements. Le premier étant le meeting de la Fed, au cours duquel Jérôme Powell dit « je change mon fusil d'épaule, maintenant c'est l'emploi qui est ma nouvelle target ». Le lendemain, on a la composante emploi de l'ISM qui est plus mauvaise qu'attendue. Ouais. Et le surlendemain, on a les créations. Et on se dit mince, ils sont en retard. Exactement.
Donc c'est ce risque récession qui aujourd'hui est difficile à évaluer, c'est lui la source de la volatilité des marchés. Il y a l'histoire du carry avec la banque du Japon, on en parlera peut-être problème, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est quelque chose qui est plus quelque chose de côté, quelque chose de satellite, que le cœur du problème. Le cœur du problème aujourd'hui pour nous, en tout cas Q3, Q4 cette année, c'est d'évaluer quel est le risque de récession, on va dire le mot, le risque de récession, que ce soit un soft landing, un hard landing, ce que vous voulez, mais à quel point on est aux portes d'une récession ou non, parce que c'est la seule chose qui finalement va soutenir les anticipations de résultats des entreprises. Bon, Mabrouk, votre analyse effectivement et les conséquences, bien sûr, du discours de Jérôme Powell pour la suite. Est-ce que la Fed est encore dans le bon tempo, au bon moment, au bon endroit pour maximiser la probabilité d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine? Ça reste le Graal, mais ça reste l'objectif premier poursuivi par Jérôme Powell. Et que dire effectivement du chemin sur lequel la Fed s'engage et comment ce chemin peut se caractériser au-delà du 18 septembre? Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier sur la capacité de la Fed à générer ce soft landing, effectivement, tant attendu. Alors, ça a été commenté à maintes reprises. Ça m'amuse beaucoup d'entendre dire que la Fed est encore derrière, mais bon, ça c'est encore les personnes qui n'ont pas compris que finalement on ne lutte pas contre une banque centrale. Je pense que la Fed sait mieux que quiconque ce qui se passe. Elle est où elle veut, quoi. Non, voilà, en fait, la Fed est où elle veut. C'est ça le truc, c'est qu'on ne s'interroge pas sur est-ce qu'elle est derrière ou non. En fait, la Fed, si elle est à ce moment-là à ce niveau-là, eh bien, le marché s'adapte, point barre. Donc c'est comme ça que en fait, on doit interpréter les choses. Sur les jumbo cut, donc les baisses de taux finalement de plus de 25 points de base, comme l'a dit Florian, finalement c'est pas utile à ce stade, puisque la fonction de réaction de la Fed aujourd'hui est centrée sur l'emploi. On ne génère pas des emplois avec 50 points de base de baisse de taux, il faudrait en faire 4 fois plus a priori pour pouvoir avoir un effet massif sur l'économie. Non, mais ça permet d'aller plus vite, quoi. Oui, mais avec les effets retardés, puisqu'on sait bien que la politique monétaire n'agit pas sur l'économie immédiatement, ça permet peut-être d'aller plus vite, mais on gagne un mois. Donc quand on a effectivement des effets de politique monétaire qui impactent l'économie sur des horizons d'un an, c'est pas vraiment ça qui change la donne. Et puis, quand bien même, en fait, la Fed procéderait à une baisse de taux de 50 points de base, ça enverrait véritablement un signal au marché. Là, oui, elle est en retard, en fait, en réalité. Et ça aurait un effet totalement contre-productif. Et au lieu finalement d'apaiser et d'instaurer finalement une direction pour sa politique monétaire, elle engendrerait de l'incertitude. Alors même que finalement, ce n'est pas du tout le but recherché. Donc au fond, et Powell nous a habitués à être extrêmement clairs à Jackson Hole. Alors là, le pari, la dernière fois, c'était de dire, est-ce qu'il va parler plus de 3 minutes, effectivement, puisque à chaque fois, il nous avait habitués à des discours qui étaient, on va dire, un peu lapidaires. Donc là, il a pris un peu plus de temps. Oui. Il a parlé un quart d'heure pour nous expliquer à quel point l'inflation était transitoire. Bon, et donc du coup, là, c'était très clair. Il a confirmé le call de juillet. 25 points de base, on commence. Et en fait, on va remettre la politique monétaire au niveau, finalement, où elle devrait être pour s'aligner avec la réalité macroéconomique du pays. En gros, la croissance américaine reste positive. Le marché s'est un peu emballé au mois d'août, on va dire, confondant récession, ralentissement. Donc il y a une espèce de confusion sémantique. On n'est pas du tout dans la récession, il n'y en a pas. Donc il y a un ralentissement macro qui va sans doute commencer à se manifester. C'est la vraie question à laquelle on doit répondre, son ampleur et quid de 2025. Puisque c'est là véritablement où vont se jouer les choses. 2025, combien de baisses de taux la Fed va pouvoir effectivement mettre en place. 4 baisses de taux, a priori, quand on regarde les anticipations, les projections médianes des membres du FOMC, peut-être plus, peut-être moins, en fonction de la croissance et en fonction de cette grande inconnue, là aussi, la politique budgétaire américaine, qui a été le trouble fait, rappelons-le, finalement, de ce cycle économique. Extrêmement curieux, l'économie américaine commence à montrer quelques signes de faiblesse, mais on a dû les attendre de manière, on va dire, assez patiemment. Chaque début d'année, on remettait sur le tapis l'idée d'une récession américaine. Ça fait 2 ans, 3 ans que ça dure comme ça. Et encore, les effets multiplicateurs continuent de produire leurs effets. Donc on a beaucoup d'inconnus, finalement, et Powell a été très clair. Le marché, finalement, a bien compris le message. Le marché aime bien jouer avec la Fed en disant finalement peut-être qu'ils en feront peut-être un peu plus que 2, un peu plus que 3 ou 4, peut-être d'ici la fin de l'année. Ça nous semble effectivement hors de propos. 2, c'est tout à fait raisonnable et tout à fait effectivement en phase avec l'idée d'une normalisation progressive des conditions monétaires aux États-Unis. En sachant, rappelons juste un point, un des secteurs qui est le plus sensible au taux, c'est-à-dire l'immobilier, lui, finalement, ne montre
aucun signe de fatigue. C'est assez On a vu incroyable. l'application des prix immobiliers, je crois, voilà. On bat des records mois après mois sur les prix de l'immobilier dans les 20 grandes agglomérations américaines. Les permis de construire, Sur le résidentiel, j'entends. Résidentiel. Oui. Résidentiel. Je me suis auto-repris en y pensant. Sur la partie effectivement commerciale, c'est une autre affaire. Mais effectivement, là encore, ça montre qu'il y a une espèce... Et c'est là une vraie question de théorie, économique. Donc, il y a une forme d'insensibilité maintenant du cycle au taux d'intérêt, ce qui aujourd'hui questionne sur la politique monétaire. Vous avez la parole, Raphaël, bien sûr, chez Tikeo. Est-ce que le risque de récession aux États-Unis diminue depuis que Jérôme Powell explicitement annonce de futures baisses de taux? Est-ce que c'est un risque qui va continuer d'accompagner les marchés, les investisseurs? Quels enseignements là vous tirez de la séquence de l'été ponctuée, j'allais dire, par ce discours de Jérôme Powell qui ouvre la porte aux baisses de taux aux États-Unis? Ouais, vous avez parlé de pivot tout à l'heure et je pense qu'on peut parler de ça. Il y a eu dans le discours un pivot très clair. On change de mandat, on se concentre vers le mandat économique davantage que sur le mandat inflation. Donc ça y est, on touche du doigt enfin ce cycle de baisse de taux. Finalement, on clarifie quelque part un petit peu la politique monétaire à venir. Et paradoxalement aussi, on remet de l'incertitude. Et il y a toujours cette dimension de dépendance à la donnée qui est très forte chez la Fed et qui continue un petit peu de flouter le message. Aujourd'hui, certes, on a compris, les baisses de taux arrivent, elles vont commencer en septembre. Septembre, c'est demain. Et on n'est toujours pas certain de la quantité de baisses de taux à venir. Le marché a encore été sujet à de grandes oscillations de sentiments, de taux d'intérêt. Les niveaux de volatilité sur les taux d'intérêt restent très élevés. Vous regardez le Move Index, qui est le VIX des taux d'intérêt, il est toujours au-dessus de 100, mais depuis des années maintenant. Et on a finalement peut-être des banquiers centraux, une Fed en particulier, qui sont obnubilés par cette donnée, une donnée qui est très bruitée, qui est très volatile. Aujourd'hui, on a l'impression que finalement, la prochaine baisse de taux dépendra du prochain chiffre d'inflation. S'il surprend à la hausse, à la baisse, on fera 25 ou 50 bips. Donc finalement, on est dans une phase encore d'incertitude, une Fed qui continue d'être très dépendante de cette donnée bruitée. Et donc, ça a peut-être deux conséquences. D'une part, ça crée de la volatilité. On l'a vu sur les taux d'intérêt. Les mouvements de taux d'intérêt qu'on voit ne sont pas normaux. On n'est pas sur des fonctionnements, on va dire, sains d'un marché qui est censé être un marché liquide, le plus grand marché du monde. Et puis, on a toujours ce risque de trop en faire, d'être trop restrictif. Aujourd'hui, effectivement, si vous regardez la donnée, elle ne nécessite pas, elle ne mérite pas qu'on s'alarme, qu'on se précipite en termes de baisse de taux. On l'a bien dit, l'économie américaine se tient bien, on a des ralentissements, mais rien de catastrophique. Et le risque étant qu'on rate peut-être l'éléphant dans le couloir, l'éléphant étant de dire que oui, le ralentissement aura lieu, qu'il faut peut-être l'anticiper, que se concentrer juste sur ce phénomène d'inflation, un phénomène d'inflation structurel, résilient, qui mettra du temps à baisser, c'est peut-être faire erreur et peut-être être un peu moins pragmatique, plus dogmatique et être capable d'anticiper davantage cette ralentissement économique qui semble poindre son nez. Donc finalement, on remet plus d'incertitude qu'il n'y paraît et le marché aujourd'hui, on peut argumenter, reste encore assez incertain sur les mois à venir en termes de politique monétaire. Ouais, effectivement, il y a des alternatives au scénario parfait du soft landing, j'imagine. Qui est 2-3 baisses de taux, peut-être 4, facile à faire pour la Fed, vu le niveau de restriction monétaire aujourd'hui. OK. Est-ce qu'à un moment, on va se retourner dans quelques mois en se demandant si, tiens, est-ce que la Fed n'est pas en train de réactiver un peu trop fortement l'activité économique, le prix des actifs, que ce soit l'immobilier résidentiel ou les actifs de marché, etc., en se demandant si, tiens, est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop vite aussi ou un peu trop loin déjà dans quelques baisses de taux qui relanceraient l'idée inflationniste conjoncturelle en tout cas. Oui, effectivement, des phénomènes de volatilité. Aujourd'hui, le marché anticipe 100 points de base de baisse de taux d'ici la fin d'année. Est-ce que ça correspond à cette réalité économique qui est sous nos yeux? Peut-être pas, on n'en sait rien. Ouais, donc ça fait plus que 3 de 25, si je ne dis pas de bêtises. Il y aura un 50. Il y aura un 50. Si je calcule encore. Et effectivement, on a du mal à réconcilier ce message monétaire d'une part, la donnée économique d'autre part, les anticipations de marché. Ça a été clairement le marqueur de 2023. Souvenez-vous, les marchés oscillaient fortement en fonction des anticipations monétaires, des baisses de taux, cette baisse de taux à la fin d'année 23 qui était devenue 2. Plus 0. On avait l'impression d'avoir peut-être mis ça de côté. Aujourd'hui, on revient dans cette phase d'incertitude qui potentiellement pourrait peser sur les marchés.
la victoire sur l'inflation, elle est claire, nette et définitive, ou est-ce qu'on est en droit de rester, prudent. Ouais, dubitatif à minima, quoi. Il fallait bien effectivement que Jérôme Powell dise que l'inflation est transitoire, que le travail a été fait et que la bataille a priori été remportée. Alors moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis, c'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'il y a une inflation résiduelle persistante, et en fait, cette inflation persistante, elle a une conséquence majeure sur la politique monétaire. C'est que en ayant finalement en tête que cette inflation ne reviendra pas à 2%, qu'elle restera au-delà de 2, bien au-delà de 2 en quelque sorte, et même finalement qu'elle pourrait même remonter. On le voit d'ailleurs dans certaines sous-composantes en Europe des indicateurs PMI, ils remontent tous. Hein. Donc en gros, dans tous les pays, c'est en train de remonter. Prix payés ? Les prix payés, effectivement. Enfin, les prix d'input, effectivement, les prix des intrants remontent. Okay. Et donc la seconde vague, c'est les prix effectivement payés qui vont suivre. Donc il faut faire attention non seulement à cette dimension nominale. Le Japon, effectivement, on en reparlera là aussi, voit à quel point ce qu'on appelle l'effet Phillips est en train effectivement de continuer à alimenter l'inflation par ailleurs. Et donc aux États-Unis, l'impact numéro 1, me semble-t-il, c'est que cette inflation persistante va contraindre la Fed dans ses baisses de taux. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, si on pense que la Fed pourra diminuer de 200 points de base ses taux d'intérêt directeurs parce qu'il faudra effectivement intervenir, l'inflation va la contraindre. Et c'est une véritable difficulté, c'est une nouveauté auquel on n'est pas vraiment habitué, c'est que la contrainte qu'impose l'inflation sur le rythme de baisse de taux va nous obliger en tant qu'investisseurs là aussi à regarder à deux fois de comment on va allouer effectivement le capital. Le put de la Fed en 2024 n'est pas le même que le put de la Fed en 2008, exactement. etc. C'est pas le même du tout parce qu'il y a cette contrainte inflationniste qu'il n'y avait pas effectivement à l'époque. L'inflation réagissait de manière beaucoup plus entre guillemets conjoncturelle, beaucoup plus rapide au cycle économique. Là, il y a des effets entre guillemets d'hystérèse bien plus puissants en fait aux États-Unis de par ce qui se passe sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'on a un déséquilibre qui est un peu plus fort, me semble-t-il. Et donc, in fine, cette contrainte inflationniste contraindra la Fed et introduira, et là je rejoins effectivement votre propos sur l'incertitude, le marché attend beaucoup, le marché peut être déçu et ça peut de nouveau engendrer de la volatilité. Ce que nous a dit Jérôme Powell vendredi, et le fait que la Fed soit la banque centrale américaine bien sûr, mais la plus importante du monde en termes de leadership, quelles conséquences ça va avoir sur les autres banques centrales ? Sachant que certaines n'ont pas attendu la Fed. Ça a été l'événement du printemps et de l'été. Je crois que la Suisse, la Riksbank en Suède, la BCE évidemment en zone euro. Mais le fait que Jérôme Powell embrasse désormais lui aussi l'idée de baisse de taux, quelles conséquences ça va avoir sur le phénomène global de mouvement de baisse de taux qu'on commence à voir se dessiner, Florian ? La réaction globale, elle fait écho à un phénomène dont on a parlé avec un collègue qui gère notre comité d'investissement, qui est que autant la croissance, elle a quelque chose d'extrêmement local, c'est-à-dire que chaque pays va avoir un cycle de croissance un petit peu différent. On connaît le découplage Europe-États-Unis, mais regardez la Chine en ce moment qui a un cycle qui est très très différent par rapport à celui des États-Unis. Par contre, le cycle des prix, lui, il est beaucoup plus global. Parce que les matières premières vont occuper une place prépondérante à l'intérieur de ce cycle-là, et ensuite comment ces matières premières vont se diffuser au reste des composantes. Donc c'est pas très surprenant qu'avec un reflux global de l'inflation, on voit une resynchronisation des grandes banques centrales. Je lirai pas beaucoup plus que ça dans cette grande synchronisation. Après, ça va pas donner plus d'incitation à la BCE, par exemple. Là, c'est les premières discussions qu'on a eues depuis hier sur ce plateau, c'est quand même de dire que si la Fed est en retard, mais alors qu'en est-il de la Banque Centrale Européenne, quoi ? On voit encore les derniers chiffres allemands, il ne se passe rien, c'est encéphalogramme plat. Est-ce qu'une Fed plus allante sur des baisses de taux, est-ce que ça peut emmener la BCE un peu plus vite, un peu plus rapidement sur d'autres baisses de taux futures ? Ces prix, ils sont globaux, encore une fois, parce qu'il y a matières premières. Ces matières premières, on les achète et on les vend en dollars. Donc, naturellement, la vitesse à laquelle la Fed va baisser ses taux va avoir un impact sur les différentes monnaies, notamment des petites économies ouvertes. Et je ne parle pas que de la Suisse, mais la Suède, le Royaume-Uni sont typiquement des économies qui vont être très impactées par ça. Donc, effectivement, disons qu'elle va accélérer le cycle. Si elle accélère, si elle met un coup d'accélérateur, ce cycle de baisse de taux va globalement accélérer. D'accord. Les conséquences, elles sont très intéressantes en termes d'investissement, parce qu'on a encore un stock
d'argent investi dans des fonds monétaires aujourd'hui qui est considérable. C'est à peu près 22% du PIB américain. C'est l'un des plus hauts historiques en ratio de PIB. Si on oublie le ratio de PIB, c'est oui, en valeur, oui, voilà. c'est historique. Si on ramène l'intégralité des taux monétaires, si on les divise par deux, disons, on va avoir une espèce, tout d'abord un effet de latence, c'est assez classique, il y a 12 mois généralement de latence, et ensuite cet argent va se déployer quelque part. Alors, c'est la grande question, c'est la grande question de quel type de baisse on va avoir. Est-ce qu'on a une petite baisse de taux, c'est-à-dire des baisses de normalisation, il n'y a plus d'inflation, on peut donc relâcher la pression, ça c'est plutôt positif pour tous les actifs, on devrait avoir cet argent-là qui se déverse à la fois dans le liquide comme dans le liquide, dans les actions comme dans les obligations. Par contre, si c'est des baisses d'urgence, si vraiment on a raté quelque chose, si vraiment il fallait se préparer pour le ralentissement, donc il y a les bonnes et les mauvaises baisses de taux. Et les mauvaises baisses de taux, là par contre, elles amèneraient tout ce tombereau d'argent à rentrer dans la duration, dans les obligations de long terme, qui sont aujourd'hui une attractivité value fantastique de ce point de vue-là, dans ce scénario-là. Donc synchronisation, pour moi l'élément le plus important, c'est quel impact sur les marchés, et plus c'est synchronisé, plus ça va vite, et plus on va avoir l'effet sur les marchés, parce qu'il y a encore une fois un tombereau d'argent qui n'est pas investi. Qu'est-ce que ça implique effectivement pour des stratégies de marché que vous pouvez gérer chez Tikehau, ce phénomène de baisse de taux, cette séquence de baisse de taux synchrone, globale, qui débute, qui s'ouvre devant nous, Raphaël, sur des grands marchés, obligataires, crédits, actions, devises également. La question du dollar se pose. On voit le dollar un peu baisser, mais historiquement, le dollar reste quand même très ferme, très élevé face aux devises du reste du monde. Effectivement, donc c'est un temps intéressant pour l'investisseur. L'entrée dans un cycle de baisse de taux, ça peut être un facteur évidemment positif pour les actifs risqués s'ils baissent pour des bonnes raisons, je pense que vous l'avez bien dit. Et dans ces conditions, nous, ce qu'on a tendance à privilégier aujourd'hui, ça reste encore l'obligataire. On est dans une fenêtre assez unique vis-à-vis de l'obligataire. On parlait du risque de duration. L'obligataire, aujourd'hui, il rapporte. On peut construire un portefeuille, un matelas de performance sur l'obligataire dans des entreprises de qualité où le risque de crédit reste faible aujourd'hui, et aller construire un portage à 4, 5, 7, 8% parfois, avec encore une fois un risque qui est assez faible. Donc ce matelas d'obligataire, de portage, de rendement, c'est vraiment le cœur de nos allocations aujourd'hui, c'est le socle. Après, à partir de là, on peut aller chercher des budgets de volatilité un petit peu plus de conviction, un petit peu autre. Sur les actions, on a parlé de ralentissement économique. On pense que c'est probablement un risque qui est mal anticipé aujourd'hui par les marchés. Les marchés sont globalement chers. Les attentes de croissance de résultats sont élevées. On anticipe globalement... Les marchés actions intègre pas bien ce phénomène de ralentissement, là où peut-être l'obligataire a commencé à le prendre en compte un peu plus sérieusement ? Probablement. En tout cas, on peut argumenter que quand on regarde les valorisations sur les actions, en particulier sur certains marchés, certains segments, les anticipations sont très optimistes. Et de ce point de vue-là, peut-être en 2024 ou plus probablement en 2025, ça peut être une thématique qui va ressurgir. On va commencer à voir l'effet de ce ralentissement macro qui se fait sortir en Europe, en Chine et puis un peu aux États-Unis, sur la capacité bénéficiaire des entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est mal anticipé. Donc on est un petit peu plus prudent sur les actions. Ça ne nous empêche pas de faire des choses. Il y a une grande disparité de valorisation sur les actions. L'Europe, en particulier, est beaucoup moins chère que les États-Unis. Ça fait réfléchir. L'Europe peut avoir quelques vents favorables aussi pour l'investisseur dans une allocation. Et puis globalement, aller chercher aussi, toujours au sein de l'obligataire, quelques poches plus décotées sur le triple C, qui aujourd'hui paye des rendements historiques, quasiment historiques. On est proche des 20% sur le triple C en Europe. Il y a beaucoup à laisser de côté, beaucoup de prudence à avoir, mais il y a aussi aujourd'hui des opportunités pour, encore une fois, une sélection de valeurs. Oui, quand on est capable de faire l'analyse, crédit, la sélection qui va avec. Et qui est, Mais aujourd'hui, quand vous regardez des rendements à 20% sur le triple C et des taux de défaut à 3%, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un écart. Sur mathématiques, il y a quelque chose qui doit revenir. Soit les taux de défaut explosent, soit les rendements doivent baisser. Donc voilà, il y a des choses à faire en tant que de conviction, mais encore une fois, à l'aube de cette baisse de taux qui s'annonce, être sur une qualité de portage obligataire en fonds de portefeuille, ça nous semble incontournable. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui s'est passé cet été, et notamment jusqu'au point paroxystique du 5 août où on a vu le VIX, alors cash, exploser à 60, 65, et les indices accuser des drawdowns, des baisses de l'ordre de 10%. Ce qui est la vie normale, je le rappelle à chaque fois, des marchés actions, baisse de 10%, ça peut arriver n'importe quand, n'importe comment. La question étant quand même, à posteriori, de poser le bon diagnostic sur ce qui s'est passé cet été.
et les enseignements pour la suite. Est-ce qu'on est encore dans un moment où il y a des risques de réplique de ce qu'on a vu cet été ? On a beaucoup parlé des facteurs techniques qui ont mené à cette correction, et c'est vrai, ils ont été les déclencheurs de cette correction. On a parlé de ce carry trade, donc cet écart de rendement entre le Japon en particulier et les États-Unis, le fait que certains investisseurs pour taille avaient débouclé ces positions de différentiel, dirons-nous, entre les deux plateformes. Il y avait un phénomène de liquidité aussi estival certain. Globalement, on est quand même sur une thématique qui s'approche d'un phénomène de levier excessif, certains secteurs de marché, segments de marché, à un moment où les valorisations sont élevées. Et effectivement, ce genre de scénario, ça peut créer des mouvements de marché considérables, rapides, surprenants. On parlait des mouvements de treasuries tout à l'heure qui sont encore une fois très inhabituels. Peut-être ça aussi, c'est un marqueur de cette idée qu'encore une fois, les marchés aujourd'hui sont très tendus. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est face à une correction imminente, mais le risque est grand qu'un événement de marché ponctuel, des earnings Nvidia, un phénomène technique autour du carry trade, un chiffre d'inflation qui ne correspondrait pas à nos attentes, puisse provoquer des grands mouvements de marché. C'est pour ça qu'on a tendance à être un petit peu dans l'expectative. Il faut être investi, évidemment. C'est une fenêtre d'investissement intéressante globalement pour les investisseurs. Mais attention, c'est ce genre de mouvement qu'on a vu début août qui interroge un peu sur l'aspect sain du marché, du fonctionnement du marché. Les écartements de marché sont importants, ça fait longtemps qu'on en discute. Et c'est vrai que la taille des mouvements et de la correction qu'on a vue cet été, alors qu'elle a été très brève et suivie d'ailleurs d'une reprise en V tout de suite, a été quand même impressionnante. Les leçons de ce point de vue-là, et si, parmi les facteurs et les déterminants de cette correction, il y a eu cet aspect carry trade yen-dollar, dans le sillage d'une hausse de taux de la Banque du Japon, je le rappelle quand même. Non préparé. Ça vient pas de nulle part. Est-ce que la Banque du Japon et le Japon sont encore des sources potentielles de perturbation devant nous ? Ueda a rappelé effectivement le gouverneur de la Banque centrale du Japon vendredi, pas plus tard que vendredi, donc que globalement, si les conditions finalement, si la stabilité financière le permettait, qui serait prêt à remonter les taux. Il y a un problème d'inflation au Japon, à leur échelle. Alors certains disent que 2,8%, c'est pas grand-chose, mais il ne faut pas oublier que le Japon a vécu 30 ans sans inflation. Oui, c'est-à-dire que c'est pas un problème, c'est une solution, c'est une solution après 30 ans de déflation. Quoi. Mais là, finalement, c'est monté trop haut. Oui, et en fait, okay. C'est toujours une question de vitesse, en fait. Donc là, c'est monté un peu trop fort. Et donc, ils veulent un peu ramener, finalement, cette inflation dans un niveau un peu plus sous contrôle, mettons. Mais au-delà de ça, il y a un véritable enseignement, je pense, du 5 août, c'est qu'en gros, ça a laissé des séquelles, ça a laissé des traces. Tout le monde regarde effectivement la reprise que vous avez qualifiée effectivement en V, à juste titre. Les marchés actions, notamment aux États-Unis, ont complètement effacé leurs pertes. C'est pas le cas des marchés japonais notamment, mais quand on regarde d'autres marchés, je pense notamment au marché de la dette d'entreprise en Europe, là, on n'est pas revenu finalement sur les niveaux pré-5 août. Premièrement, quand on regarde effectivement d'autres mesures, je regardais par exemple la manière finalement dont les investisseurs vont aller se couvrir contre un risque en achetant effectivement des produits optionnels, etc., notamment sur la partie marché de la dette d'entreprise, c'est pas du tout revenu. C'est en train effectivement ça continue de monter. C'est signe qui est véritablement aujourd'hui, cette première alerte qu'on a eue est en train de distiller effectivement cette idée dans la tête des investisseurs qu'on peut aujourd'hui être exposé à des mouvements de marché assez colossaux et que la protection aujourd'hui est de mise. Et donc, il faut se protéger, ça a un coût. Et donc, on voit bien que cette volatilité implicite, donc on commente assez régulièrement le VIX, qui reflète finalement le coût de cette protection, est en train de monter. On n'est plus sur un VIX à 10%. Non, il n'est pas revenu, là aussi. On reste à 15-16 sur le VIX. La volatilité, effectivement, des marchés obligataires, le Move Index, lui aussi est reparti. Mais globalement, on sent bien qu'il y a une tendance négative qui est en train de se dessiner grâce notamment aux banques centrales, qui clarifient de plus en plus. Et donc, cette espèce de shift entre volatilité obligataire très élevée à cause des banques centrales qu'on a connues depuis 3 ans et volatilité extrêmement basse des marchés actions c'est en train de changer. Et la volatilité, je pense, est en train de basculer vers les actifs risqués. Ça prouve effectivement que à mon sens, que le 5 août, aujourd'hui, a un peu secoué les esprits des investisseurs et qu'aujourd'hui, finalement, il va falloir se protéger, mettre davantage de protection dans les portefeuilles. Il y a plusieurs façons de le faire. La duration, effectivement, acheter des obligations d'État est une bonne solution. Enfin, c'est même sans doute la meilleure. Et en couverture. En diversification. Si jamais on a un événement de marché, on l'a vu, ceux qui avaient beaucoup d'obligations d'État, le 5 août, ont été quand même assez, on va dire, pas immunisés. Les marchés obligataires, l'obligataire souverain notamment,
pour cette fois à jouer un rôle de refuge et d'amortisseur de la baisse. Absolument. Et on sait bien que, on ne sait pas très bien calculer la corrélation entre guillemets corrélation dynamique entre les actions et les taux, mais ce qu'on voit en fait de ce qu'on sait faire, c'est que cette corrélation aujourd'hui est revenue à zéro, voire même commence à être négative. C'est le signe que la diversification aujourd'hui, c'est véritablement un des moyens les moins coûteux, si je puis dire, de protéger un portefeuille dans un univers qu'on le sent de plus en plus incertain. Donc il y a vraiment des enseignements assez forts de cet épisode du 5 août à retenir. Cette volatilité qui ne vient pas, ce marché du crédit, pourquoi j'en parle ? Parce que, encore une fois, le marché du crédit, il a cette capacité finalement à être ultra connecté au cycle économique, beaucoup plus que les marchés actions. Ah ouais. Et en fait, s'il se passe quelque chose sur le cycle économique, ça va d'abord se voir sur le crédit. Ouais. Et un peu moins sur les actions qui peuvent continuer finalement à flotter. Il n'y a pas eu d'événement de crédit, mais vous dites les écartements qui ont résulté de la correction du 5 août se sont pas totalement résorbés. Se sont pas résorbés et il y a cette volonté des investisseurs de se couvrir un peu plus. Sur la partie action, alors, ce qui vous a intéressé, Florian, bien sûr, mais je vois le long tech US était tellement surpeuplé que c'est celui qui a quand même un peu été abattu pendant la correction. Mais derrière, dans la phase de reprise, qu'est-ce qui reparle plus vite ? C'est le SOC, c'est les semi-conducteurs, c'est la tech US, quoi. C'est les investisseurs retail dans le marché. Mais c'est ce qui a fait tout ce cycle et ça continue. Ah oui. Pour moi, la question, c'est maintenant, qu'est-ce qui peut nous permettre de dépasser les niveaux qu'on a actuellement ? Comment est-ce qu'on casse les plus hauts ? Pour moi, il y a deux choses qui nous retiennent. La première, c'est ce que tout gérant apprend au tout début de sa carrière, c'est on achète les rumeurs et on vend les nouvelles. Ce facteur-là, la rumeur, c'était nous allons avoir une baisse de taux en septembre. C'était ce qui tenait les marchés jusqu'à présent. La rumeur est validée, elle devient une nouvelle. C'est normal que le marché ne casse pas des plus hauts dans ce genre d'environnement-là. J'ai beaucoup lu, à la suite du meeting de Jackson Hole, des gens dire en fait, c'est bon maintenant, c'est du vent dans les voiles, c'est parti, on peut acheter. Le marché est parti. Non, on voit bien quand on regarde les clôtures de chaque marché US, on voit bien qu'on a de la peine à closer, à fermer de plus en plus haut. Ça, c'est une évidence. Ça, il va falloir qu'on dépasse ça psychologiquement. Et le deuxième élément, c'est aujourd'hui les indices de surprise économique, ils sont tous négatifs. Ça fait peut-être 2 mois et demi, 3 mois que c'est cette situation-là qui est en quête avec nous. En plus de ça, la nature de la décélération, elle est plus du côté industriel que du côté service. On a déjà eu ces discussions-là. Les enquêtes recommencent à faire le grand écart, là. On est en 2022 à nouveau. Ouais. C'est-à-dire qu'en 2022, il y a des gens qui ont eu tort autour de ce plateau, comme moi, qui disaient on voit les enquêtes industrielles refluer, mais le service, ça tient. Ouais. C'est un symptôme très classique de ralentissement économique qui va devenir ensuite ce qu'on appelle aujourd'hui un landing, avec les 50 nuances de récession qu'on a aujourd'hui. Bref, on est aux portes d'une récession, il faut être défensif, etc. C'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Les marchés se sont très bien repris parce que le ralentissement industriel n'a pas suffi à emporter le reste de l'économie. Il faut qu'on réponde à nouveau à cette question-là. Est-ce que ce ralentissement industriel, finalement, c'est une pécadille ? Ça ne compte pas. On n'a pas besoin d'en tenir compte. Et on le voit bien, les enquêtes de toutes les Fed autour de l'industrie des services tiennent la route. On le disait, l'économie américaine, oui, elle ralentit un peu. On voit les PMI européens, on est très très loin de cet effet-là. Le PMI service allemand, il est vraiment pas très joli. Pas très bon non plus. Et le PMI français des services, on peut imaginer qu'il est soutenu par une espèce d'euphorie autour des Jeux Olympiques, grand bien lui fasse. Mais dans l'ensemble, on a un ralentissement des deux côtés, plus prononcé en tout cas pour cette zone euro. Il faut qu'on arrive à répondre à ces deux questions-là. Est-ce que c'est du vent dans les voiles ? Je pense pas. C'est déjà bien pricé, c'est déjà bien anticipé. On en aura guère plus. Le risque, c'est justement qu'on ait plus d'inflation qu'attendu. Et du coup, qu'ils en fassent moins que prévu. Et ça, c'est plutôt du vent contraire. Le deuxième élément, c'est 2022 pour l'interrogation. Est-ce que c'est encore un 2022 ? Si c'est le cas, on peut acheter. Ouais. Bon. C'était pas le même discours en 2022 à Jackson Hole de la part de Jérôme Powell. À l'époque, c'était attention, du sang et des larmes. S'il faut, on ira jusqu'à la récession et on fera monter le taux de chômage. Ça, c'était 2022. Bon. Avec un visuel Bloomberg remarquable. C'est vrai, oui. Je ne me souviens plus. Sur l'Europe, comment on va ? Parce que vous disiez tout à l'heure, il y a quand même un peu de vent dans les... Enfin, il faut imaginer quand même qu'il y ait du vent dans les voiles pour le cas d'investissement européen. Comment on va au-delà de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend ? Est-ce qu'il y a une réalité, le décrochage européen, le PIB qui ne bouge plus, une banque centrale peut-être moins flexible ou agile que ce qu'on peut avoir ailleurs, avec un mandat évidemment plus strict, unique ?
quand on déploie des capitaux en Europe, comme vous le faites chez Tikehau, comment on va au-delà de ces constats, j'allais dire, de base, Raphaël? Alors, le premier constat, c'est qu'effectivement, il y a un déficit de croissance en Europe comparé aux États-Unis, que les États-Unis ont une prime et qu'elle est en partie justifiée et qu'il faut être investi aux États-Unis. Je remets le contexte quand même pour que on soit tous d'accord. Être investi en Europe, ça ne veut pas dire ne pas être investi aux États-Unis, oui. En revanche, quand on regarde l'Europe, effectivement, l'Europe, c'est le mal-aimé des marchés aujourd'hui. Quand vous regardez le positionnement, par exemple, tout le monde est sous-pondéré Europe. Personne n'a d'Europe dans ses portefeuilles, ou en tout cas beaucoup moins qu'ils devraient ou qu'ils l'avaient dans le passé. En termes de sentiment, tout le monde est très pessimiste sur l'Europe aussi. Ça, c'est des facteurs techniques qui sont pas anodins. Finalement, c'est souvent des bons signaux contrariants pour investir. Et quand on regarde les fondamentaux, on peut aussi estimer que potentiellement l'Europe est un petit peu plus avancée dans le cycle économiquement que ne sont les États-Unis. Quand vous regardez le consensus économique, on voit globalement une décélération de l'économie américaine attendue pour les années à venir. Là où l'Europe, on anticipe un rebond. Alors, il reste ce déficit de croissance, on est d'accord, mais le sens du vent semble être davantage favorable à l'Europe en termes macro, on va dire, pour les mois, les années à venir, que potentiellement les États-Unis. Et le sens du vent, c'est important, c'est presque aussi important que les niveaux des indicateurs. C'est quelque chose qui intéresse les investisseurs. Donc, une sous-pondération et un sentiment très négatif, des fondamentaux qui vont avoir tendance à s'améliorer, et face à cela, une décote de valorisation qui est historique. Jamais l'Europe n'a été aussi peu chère sur le marché action qu'elle ne l'est aujourd'hui comparée aux États-Unis. On a aujourd'hui une décote qui est importante, elle est globalement à ses moyennes historiques, là où les États-Unis traitent à des valorisations très supérieures, au plus haut quasiment historique. Donc ça, c'est une réalité sur le marché action. Et même sur le marché du crédit, vous avez aujourd'hui une décote de l'Europe qui existe aussi. Les spreads, donc les primes de risque crédit en Europe, sont plus élevées que celles qu'on constate aux États-Unis. C'est quasiment une première historique. D'habitude, c'est l'inverse, pour des raisons de composition d'indices, de qualité de l'indice. Mais encore une fois, là encore, une décote qu'on constate. Donc finalement, quand vous faites la somme des arguments, en ayant cet esprit contrariant, on a envie de repondérer un petit peu d'Europe, de rééquilibrer le portefeuille, et on estime qu'aujourd'hui, il y a des très belles entreprises européennes, de très grande qualité, qui sont très souvent positionnées sur des méga tendances de long terme, qui globalement traitent bien moins cher que leur équivalent américain, et ça donne envie pour l'investisseur. Est-ce que le blocage politique en France, spécifiquement aujourd'hui, est-ce que ça fait partie des facteurs techniques, ou en tout cas des épées de Damoclès qui, si elles étaient levées, pourrait améliorer le sentiment et le sens du vent, comme vous dites, pour des investisseurs globaux? Ça peut en faire partie. Ce risque politique, il pèse. D'ailleurs, il ne pèse pas qu'en Europe. Non, il tourne. Oui, c'est mistigris. Il pèse dans plusieurs géographies. On ne peut pas dire qu'il y a une décote massive non plus due à ce risque politique. Elle existe, cette décote. On l'a constaté sur différents marchés, y compris obligataires. Mais on ne peut pas estimer non plus que ce soit une décote massive. Le marché semble s'être relativement bien accommodé de la situation actuelle. Plusieurs épisodes et exemples dans le passé ont permis aux investisseurs quand même de s'habituer à cette idée de risque populiste, politique, etc. Absolument, et on peut argumenter d'ailleurs qu'encore une fois, ce risque politique qui existe en Europe, il va rapidement nous agiter sur d'autres géographies. Suivez mon regard, aux États-Unis en particulier. Oui. Donc finalement, c'est quelque chose dont le marché semble s'accommoder raisonnablement bien. Oui. Bon, je sais pas, sur si, il fait quand même, c'est ce que je disais, c'est aussi un des événements de l'été, c'est donc, c'est plus Joe Biden, c'est Kamala Harris. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que finalement, Trump, qui utilisait l'argument de l'âge finalement contre Biden, pour dire que ce dernier n'était plus en capacité, et bon, il n'avait pas eu besoin de le dire très souvent, parce qu'on l'a vu finalement, on l'a constaté par ailleurs, cet argument se retourne contre lui, parce que finalement, on a aujourd'hui une candidate démocrate, beaucoup plus jeune, beaucoup plus effectivement en capacité, si je puis dire, que Donald Trump, finalement, pour diriger le pays. Donald Trump avoisine les 80 ans également. Et ça peut suffire à renverser ce que tout le monde voyait comme écrit sur les murs, la victoire à nouveau de Donald Trump en novembre prochain. Cet effet d'âge, effectivement, je pense, vous regardez les sondages, à la date à laquelle, effectivement, Joe Biden a annoncé effectivement son retrait,
les courbes se sont inversées. C'est-à-dire qu'en gros, l'écart qu'il y avait entre les démocrates et les républicains a littéralement disparu. Et là, on voit bien que, selon les sondages, bien sûr, à prendre avec d'énormes pincettes, puisque les sondages américains nous ont habitués à tout. On verra s'ils se sont améliorés, effectivement, depuis les derniers scrutins. J'ai quelques doutes. Quand on voit la gestion de la saisonnalité déjà aux États-Unis des data, je ne pense pas qu'ils soient améliorés là-dessus. Enfin bon, ça, c'est un autre point. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a un coude à coude, qui n'était pas du tout, en fait, le scénario démission, si je puis dire. On voit d'ailleurs les traits de Trump se sont un peu effacés, etc. Ah oui, non, mais il a beaucoup moins, finalement, encore une fois, ce vent, effectivement, derrière lui. Toutes ces idées, finalement, tombent un peu comme un cheveu sur la soupe. Et il y a une espèce de very mood démocrate, aujourd'hui, qui est en train de gagner le pays. Alors, est-ce que ça va durer ? On ne sait pas. Est-ce qu'on va avoir un effet Clinton, à savoir finalement un candidat démocrate qui remporte un nombre de voix supérieur au candidat républicain, mais pas le collège électoral, mais pas effectivement le collège des grands électeurs qui permet de remporter effectivement l'élection. Donc il y a tout un tas de facteurs. C'est encore très compliqué. Prochain débat le 10 septembre, où là on verra le véritable face à face. Et là où Kamala Harris a été maligne par rapport finalement à si on fait un parallèle à Hillary Clinton, c'est qu'elle n'a jamais attaqué Trump ad hominem. Elle n'a jamais attaqué Trump, en fait, de manière personnelle. Elle laisse effectivement les autres le faire. Entre guillemets, elle ne se salit pas les mains, si je puis dire. Ce qui, tout de suite, donne une autre dimension à la campagne. Donc, en fait, et lui, bien sûr, ça donne toujours à ce genre d'attaque, Donald Trump. Ça continue, mais elle, non. Donc, on verra. Que ça paye dans les médias, c'est une chose. Il faut que ça paye dans les swing states. Bien sûr. Ça, c'est un point important. Et il y aura, bien sûr, la relation avec la Chine, etc., qui est le grand absent de ce débat. Parce que sur l'Europe, il y a un point quand même très important. Il y a un collègue qui a publié quelque chose que j'ai trouvé extrêmement vrai, en fait. Il dit que l'Allemagne, en fait, est rentrée dans une forme de Covid long, en fait. Et c'est assez juste parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les problématiques rencontrées en Chine, continuent effectivement de peser sur le secteur manufacturier allemand qui est encore en contraction. L'IFO publié encore lundi le montre. Tout le secteur industriel est dans les chaussettes. Depuis 2019, le PIB est étale. Oui, et alors, même si, en fait, aujourd'hui, il y a encore de la marge de manœuvre budgétaire en Allemagne, mais ils ne l'utiliseront pas, parce que dogmatique, etc., il y a un vrai problème, effectivement, industriel. L'Europe, en fait, pousse à la sélectivité géographique, à la sélectivité sectorielle. On ne peut pas être exposé sur le secteur industriel européen, parce que c'est très compliqué, extrêmement dépendant du secteur industriel chinois, qui, lui, continue de pâtir de la politique de Xi Jinping, d'absence de relance de la demande, etc. Donc c'est compliqué aujourd'hui, l'Europe. Il faut vraiment être sélectif, sans quoi, effectivement, si on achète de manière, entre guillemets, sans discrimination, sans rien, c'est assez compliqué. Il y a quand même des zones qui continuent, heureusement, de croître. L'Espagne, finalement, ça, c'est quand même quelque chose d'assez la périphérie, oui. Alors, pas l'Italie, non. Faut faire attention. L'Italie, c'est compliqué. Donc voilà. Donc, la thématique chinoise va revenir, effectivement, sur le devant de la scène. On va voir comment Kamala Harris va la traiter par ailleurs. Est-ce qu'elle va... Je ne pense pas qu'elle va s'écarter vraiment de la ligne effectivement Biden-Trump, puisque c'est la même en quelque sorte, en tout cas sur le dossier chinois. On va parler dans une minute avec l'invité suivant d'NVIDIA notamment, là, sous forme de teaser, et quand on est global macro comme vous, Florian, qu'est-ce qu'on a envie de savoir à travers les résultats de NVIDIA qui seront publiés demain soir ? Alors déjà, c'est le plus gros chiffre macro de la semaine. Il faut être assez clair, on n'aura pas d'autres annonces aussi significatives que celle-là. Même le corps PCE de vendredi, on s'en fiche. Parce que, selon comment les résultats sont annoncés, voilà. La situation, quelle est-elle ? Dans l'ensemble, on a des revenus qui sont en très forte progression anticipée. Donc, on a énormément d'anticipation. C'est des multiples de progression d'un trimestre à l'autre. Et le marché qui est relativement bien préparé pour des mouvements de grande volatilité. Ce que je trouve intéressant, en discutant justement cet après-midi avec des collègues qui sont des spécialistes de ce secteur-là, c'est il y a une forme d'asymétrie. C'est-à-dire qu'une surprise positive ne devrait pas être récompensée autant qu'une surprise négative pourrait être punie. Et cette asymétrie-là, elle va être assez intéressante à observer précisément sur ce titre-là. Après, au-delà de tout ça, NVIDIA, ça parle de la demande mondiale. Et la grande question qu'on se pose tous, c'est dans quel état est cette demande mondiale ? Ce sera juste un data point de plus dans l'océan des data points pour arriver à déchiffrer la situation de la demande mondiale. Et le marché américain qui doit toujours beaucoup à NVIDIA, on l'a vu dans la séquence de reprise post-5 août sur la semaine du 12 au 17 août, je crois. Jamais on avait vu une seule valeur, NVIDIA en l'occurrence, contribuer autant
à la performance positive, en l'occurrence, du S&P 500. Je crois qu'il faut remonter à Apple l'été 2020 pour observer un poids tellement aussi important d'une seule valeur sur une semaine sur la performance du marché américain. Bon, résultats et réponses demain soir pour les résultats d'NVIDIA. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous en plateau ce soir. Florian Yelpo, Lombardier IM, Mabrouk Chetouane, Natix ICM et Raphaël Thuin, Tikeo Capital. Nous parlons des enjeux de marché pour cette rentrée, ce mois de septembre qui s'annonce avec beaucoup d'événements devant nous, à commencer par des décisions de politique monétaire, mais pas uniquement. Pour parler de ces sujets de marché. C'est Anis Lalou qui est avec nous en visioconférence, qui nous rejoint pour ce quart d'heure thématique, directeur des investissements d'Aperture Investors. Bonjour et bienvenue Anis, merci beaucoup d'être avec nous à distance. Avant de parler des enjeux devant nous, des prochaines semaines ou des prochains mois, je voulais bien quand même qu'on fasse un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé cet été, cet épisode estival de correction, alors qu'a été, j'allais dire, aussi grand que rapide, puisque effectivement la baisse ou l'accélération de la baisse a été très brutale sur quelques séances. Le point bas est marqué le 5 août, et ensuite on a ce phénomène de reprise en V qui est aussi très spectaculaire après la baisse des jours précédents. C'est toujours important dans ces corrections de marché qui arrivent de poser le bon diagnostic. Quelques semaines après, quelle analyse est-ce que vous portez sur cette séquence de l'été, Anis ? Alors, je pense qu'il aurait mieux valu être en vacances pendant cette période, vu qu'on a eu une réaction en V. Et avec du recul, il aurait valu ne rien faire. Mais effectivement, c'est quand même, ça vaut la peine de revenir dessus, puisque l'ampleur quand même de la correction est assez importante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu quand même... on est passé d'un point de vue des intervenants de marché qui pensaient qu'on allait acheter, j'ai envie de dire, la première coupe de taux d'intérêt à un marché qui a plutôt envie de vendre la première coupe d'intérêt, qui donne l'impression qu'on va être dans un scénario macro qui forcera plutôt la main à la Fed plutôt que l'inverse. Et donc voilà, c'est à peu près ça qui s'est passé, un changement d'appréciation psychologique de ce qu'on peut attendre sur le plan macroéconomique. Hyper important, Anis. Avant cet épisode de correction estivale, le marché pensait que les baisses de taux de la Fed seraient de bonnes baisses de taux, des baisses de taux qui permettraient de renchérir les valorisations des actifs, des actions par exemple. Après cet épisode, et j'imagine à la faveur aussi peut-être d'indicateurs macroéconomiques, le marché est en train de changer sa vue et sa perception des baisses de taux de la Fed qui sont à venir. Exactement. Est-ce qu'on est dans un cas de figure où on prolonge le cycle? On est dans un cas de figure où on va être à la rescousse, à l'aide d'un cycle qui ralentit en fait. Donc c'est deux configurations qui ont quand même des résultats diamétralement opposés. Et donc ça explique effectivement la réaction de marché et la volatilité. Et en tant qu'investisseur, chez Aperture notamment, qu'est-ce que vous dites de cette situation? C'est-à-dire, vous avez choisi un camp par rapport à un autre, et sur la base de vos convictions et de l'analyse macroéconomique que vous pouvez mener, Anis, ou est-ce qu'il faut se préparer à, entre guillemets, jongler entre les deux? Le marché sera un moment dans l'idée que ce sont des baisses de taux d'urgence que la Fed va devoir délivrer, et dans d'autres moments, le marché continuera d'imaginer que ces baisses de taux pourront prolonger encore un peu le cycle. Oui, alors la difficulté dans ce genre de situation, c'est pas non seulement de voir juste, mais en plus de ça, de gérer la volatilité. C'est-à-dire que ce qui compte à la fin de la journée, c'est pas seulement la destination de là où on va, mais aussi l'appréciation de marché et la psychologie qu'il y a autour de ça. Donc, quand on a des possibilités d'outcomes qui sont quand même diamétralement opposées et qu'on peut avoir de la grande volatilité, je pense et ça manque de créativité, mais je pense que la réaction la plus sensible, c'est de réduire la voilure, réduire un petit peu le risque dans un contexte jusqu'au moment où on a moins de volatilité et plus de directionnalité dans les marchés. Ce qui est intéressant encore dans cet épisode de correction, si on regarde notamment les marchés boursiers, c'est que
les secteurs les plus à la mode, si je puis dire, le long tech US, le thème de l'IA, le thème des semi-conducteurs, sont des thèmes qui ont été sur le devant de la scène quand il s'agit de voir le marché baisser, comme on l'a vu au cours de l'été. Et dans le même temps, ce sont ces mêmes secteurs qu'on a vu rebondir fortement, très vite, également pour ramener les indices à leur sommet. Qu'est-ce que ça nous dit du thème de l'IA, de la solidité encore peut-être aujourd'hui de ce thème dans l'esprit des investisseurs et dans les portefeuilles à Nice? Tout ça à 24 heures, un peu plus maintenant, de la publication de Nvidia. Bien sûr, non, c'est Nvidia. Alors, je pense qu'il y a deux choses importantes, mais peut-être avant de dire ces deux choses-là, répondre à la thématique IA, Nvidia, etc., je pense que la direction, elle est inchangée. Typiquement, dans ce genre d'innovation, les trajectoires sont quasiment indépendantes des conditions macroéconomiques. Donc là, on est dans une courbe d'adoption de l'IA et je ne pense pas qu'on soit ni à la fin ni dans une bulle par rapport à cette adoption. On est encore au tout début. Donc je pense que la trajectoire, elle est inchangée. Ça n'affectera pas ça. En revanche, par rapport à votre question, il y a deux choses qui sont importantes. Je pense que la première, c'est que il faut pas oublier que dans ce contexte estival de ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a découvert quand même qu'il y avait le carry trade japonais et que ce carry trade japonais va amplifier les réactions. Donc ça, c'est la première chose à garder en tête. Deuxième chose, c'est que si on a vraiment des doutes et des craintes sur la macroéconomie, quand même, l'épicentre de la macroéconomie, c'est quand même les semi-conducteurs. Donc c'est forcé qu'on ait une réaction de ce genre, à commencer par l'épicentre et par ce qui est détenu par les investisseurs. Donc une fois qu'on a dit ça, on comprend un petit peu la volatilité. Et pour ce qui est de la grande thématique de l'IA, je pense qu'elle est complètement inchangée et que dans une courbe à long terme, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plus de l'ordre du bruit et de la volatilité à gérer. À gérer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la gérer, la volatilité, mais c'est plus du court terme. Et Nvidia, ou ce que représente Nvidia à Nice, oui, ça reste quand même le fer de lance de cette thématique. On ne trouve pas mieux aujourd'hui pour s'exposer pleinement à la thématique de l'IA, ou est-ce qu'il y a quand même une forme d'asymétrie qui se crée au fur et à mesure? C'est-à-dire, est-ce que de bons résultats publiés par Nvidia, par exemple, demain soir, seraient autant salués qu'une déception si elle était publiée par Nvidia? Je pense qu'in fine, il y a cette obsession par rapport à Nvidia, comme si le marché était égal à Nvidia et inversement. Il n'y a pas une relation d'équivalence normalement, mais pour l'instant, oui. Et je pense que si on est dans un scénario qui est bénin d'un point de vue macroéconomique, c'est-à-dire qu'on est dans un ralentissement soft et qu'on n'a pas une récession, eh bien, ce qu'on devrait voir, c'est un élargissement des opportunités du marché. Donc, au-delà d'NVIDIA. NVIDIA, c'est les rails et l'infrastructure qui permettent à l'IA de pénétrer un petit peu tous les secteurs et les industries. Au fur et à mesure que cela se passe, on a un élargissement de la participation dans le marché. Donc, on verra ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique. Mais je pense que cette obsession sur NVIDIA devrait, si les choses se passent bien, devrait être temporaire et on devrait voir un élargissement d'un point de vue sectoriel, mais aussi d'un point de vue régional, c'est-à-dire plus d'Europe par rapport aux États-Unis aussi. Un mot pour finir sur effectivement ce phénomène, ce débouclage des positions de carry trade. Je rappelle, on emprunte dans des devises à faible rendement comme le yen japonais pour placer l'argent emprunté sur des actifs ou des devises à plus fort rendement, le dollar en l'occurrence. Ça fait des années qu'on empile des positions de carry évidemment sur le dollar yen. À Nice, ce qui s'est passé cet été, ça a nettoyé un peu, beaucoup les positions, ou est-ce que ça reste, j'allais dire, un trade surpeuplé, là aussi encore aujourd'hui, sur le marché? Il y a eu quand même un petit rebond, donc si ça a été nettoyé, forcément, peut-être pas totalement. Maintenant, je pense que si on voit les données qui viennent des données agrégées, des prime brokers, etc., on voit qu'il y a encore de la place à corriger sur ça. C'est difficile à dire, hein.
C'est franchement difficile à dire et c'est au-delà du stock picking qui est mon... Ouais, ça, oui, qui est votre domaine d'expertise. J'entends bien, Anis. Bon, on verra. De toute façon, voilà, la BOJ est à la manœuvre désormais, à l'inverse et à front renversé de ce qui se passe ailleurs dans le monde avec les autres banques centrales. Et les derniers messages envoyés par Kazuo Ueda, le gouverneur de la Banque du Japon, vont plutôt dans le sens que si les conditions financières de stabilité le permettent, la Banque du Japon n'hésitera pas à continuer de normaliser sa politique monétaire. Merci beaucoup, Anis. Merci d'avoir été avec nous à distance pour commenter cet événement de marché, ces événements de marché qui ont animé l'été et bien sûr en tirer les enseignements pour la suite, les prochaines semaines et les futures baisses de taux, notamment attendues du côté de la Réserve fédérale américaine. Anis Lalou, directeur des investissements d'Aperture Investors, était avec nous en visioconférence, invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.